Hello et bienvenue à tous dans ce 47e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr. Cette boutique est le rendez-vous pour vous procurer des maillots vintage. Les références sont nombreuses et il ne fait que peu de doute que vos légendes de jeunesse s'y trouvent. Puisque nous allons aujourd'hui parler d'un ailier fort, pourquoi ne pas vous présenter le maillot 1999 d'un des plus fameux d'entre eux, Dirk Nowitzki. Découvrez cette pièce de collection ainsi que des centaines d'autres sur RookieRepublic.fr. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO47. Traveling to New York with a dream, George Shinn wowed league officials and Charlotte became the first of 4 cities to be awarded an NBA franchise. Shinn initiated a Name the Team campaign in which he solicited suggestions from the community. Originally dubbed the Spirit, the team was unanimously renamed the Hornets. Faisons atterrir notre DeLorean à Charlotte en 1988. C'est cette année-là que les tout nouveaux Hornets firent une arrivée fracassante en NBA. Visionnaire, le commissionneur David Stern avait en tête l'incroyable croissance de la plus grande ville de Caroline du Nord lorsqu'il lui offrit une franchise. Avec un marketing aiguisé et des joueurs de talent, les Charlotte Hornets s'imposèrent comme l'une des équipes les plus fun de la décennie. Bien qu'elle ne fût jamais réellement candidate au titre, l'équipe de Charlotte était un poil à gratter qui participa régulièrement aux playoffs. Malgré toutes ces accolades, l'enceinte des Hornets sonna souvent creux à la fin des années 90. Cela est d'autant plus remarquable que l'équipe avait compté l'un des publics les plus chauds du début de la décennie. Que s'était-il donc passé ? Eh bien, le propriétaire George Shinn, héros en 1988, s'était entre-temps mis toute la ville à dos. Entre des accusations de viol à son égard et son incapacité à financer une enceinte avec des fonds publics, le propriétaire décida purement et simplement de plier bagage. The relationship between ownership and the city had been in a state of decline and was, at a dead end. En 2001, les Charlotte Hornets et les Vancouver Grizzlies demandèrent au même moment à déménager à Memphis, ce qui fut octroyé aux Canadiens. Après un dernier ultimatum perdu face à la municipalité de Charlotte, George Shinn jeta finalement son dévolu sur la Nouvelle-Orléans. Un petit marché, certes, mais avec une enceinte flambant neuve. Voilà donc que les Charlotte Hornets devinrent les New Orleans Hornets en 2002. Notons que pour calmer les tensions, David Stern promit que Charlotte obtiendra dans le futur une nouvelle équipe. Cela fut chose faite en 2004 à travers les Charlotte Bobcats. Mis à part la draft de Chris Paul et une belle saison 2008, l'humidité de la Louisiane ne sourit pas à nos chers Hornets. Cela commença par une relocalisation temporaire forcée à cause de l'ouragan Katrina, suivie par de nombreuses saisons en dents de scie. Comme dans le sud des États-Unis en général, la Nouvelle-Orléans est une ville plutôt désintéressée du basketball. L'enceinte des Hornets n'était que rarement remplie et toute l'attention était dévouée au football américain. En 2013, le propriétaire des Bobcats Michael Jordan obtint le retour de l'appellation Hornets. De son côté, la Nouvelle-Orléans commença un nouveau chapitre sous le nom de Pelicans. Le résultat, une recrue Anthony Davis plusieurs fois All-Star, mais rien de mieux qu'un second tour des playoffs. Rappelons d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, l'équipe de la Nouvelle-Orléans n'a gagné que 13 matchs de playoffs en presque 2 décennies. En 2019, l'organigramme de la franchise savait qu'elle devait repartir sur une nouvelle reconstruction, et cela s'annonçait d'emblée très compliqué. Premièrement, car la Nouvelle-Orléans est une ville pauvre et en décadence depuis de nombreuses décennies, un fait aggravé par Katrina. Autant dire que le bayou louisianais ne fait pas autant rêver les joueurs NBA que la chaleur de Miami ou Los Angeles. Pire, la franchise ne peut même pas se targuer d'un joli passé ou d'un public fidèle, comme les petits marchés de Portland ou Milwaukee. Que les Pelicans gagnent ou perdent, peu s'en soucient réellement. The notion that small markets can't win is nonsense. We won in Cleveland. I mean, we had a parade, there was 1.6 million down there, so I can prove that you can win in smaller markets. En avril 2019, l'équipe décida de mettre son futur incertain dans les mains du general manager David Griffin. Ce dernier avait auparavant été le monsieur chance des Cavaliers, en glanant 2 premiers choix de draft. La première action majeure de Griffin fut de mettre fin à un imbroglio qui avait trop longtemps duré. Anthony Davis fut transféré aux Lakers en échange de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et 3 futurs choix de draft, dont celle à venir. La draft justement, parlons-en. Après avoir passé près de 10 ans aux Cavaliers,
David Griffin savait bien que c'était la seule façon pour un petit marché de recruter des jeunes joueurs de talent. Cleveland connaît bien ce petit jeu, car elle drafta LeBron James en 2003, puis dans une moindre mesure Kyrie Irving en 2011. C'est alors que l'incroyable se produisit. Malgré une probabilité de seulement 6%, les Pelicans obtiennent le premier choix de la draft 2019. What would you say having the first pick again for the first time since 2012 means for this organization? Well, I think it's just another positive event for us and what's going to be, we hope, several that we stack together. Si tout l'organigramme des Pelicans célébrait avec autant de ferveur, c'est car ce premier pick n'était pas comme les autres. En 2019, la Nouvelle-Orléans avait la primeur de sélectionner ni plus ni moins que le joueur le plus attendu en NBA depuis LeBron James, Zion Williamson. Steal by Williamson. Machine à highlight, Zion Williamson est un phénomène athlétique comme on n'en voit que rarement. Malgré quelques doutes sur son physique fragile, le joueur de Duke était unanimement considéré comme le premier choix de la draft. Derrière lui, Ja Morant, un autre jeune spectaculaire, mais tout de même bien loin de la hype de Zion. I think it was a surprise for him. It actually felt kind of awkward in the building. I'm going to be honest with you, watching him when they said, with the first pick, the New Orleans Pelicans, I don't know if he was exactly happy. Yeah, I mean, to me, he kind of looked like he had been hit by a truck. And I understand it. When he woke up this morning, New Orleans was not what he was thinking. Dès la loterie de la draft 2019, certaines critiques se demandèrent si l'ailier fort n'était pas rebuté à l'idée de jouer à la Nouvelle-Orléans. D'autres allaient même jusqu'à dire que le joueur allait retirer son nom de la draft pour retourner un an à l'université. Évidemment, autant vous dire que Zion Williamson ne pensait pas dire au revoir si facilement aux 45 millions de dollars promis au premier choix de la draft. 20 juin 2019, aucun suspense. Les New Orleans Pelicans choisirent Zion Williamson en ouverture de cérémonie. I dreamed about this since I was 4, and for it to actually happen, I just thank God for it. Voici donc l'incroyable situation dans laquelle se trouvaient les Pelicans à l'orée de la saison 2019-2020. Des jeunes prêts à éclore en Lonzo Ball et Brandon Ingram. Un rookie phénoménal en Zion Williamson. Des vétérans aguerris en Jrue Holiday et JJ Redick. Et le tout avec encore beaucoup d'espace disponible dans leur masse salariale. En 2020, un journaliste d'ESPN.com écrivit « Tout sourit aux Pelicans en ce moment. David Griffin a toutes les cartes en main pour renouveler l'exploit réalisé aux Cavaliers. » C'est seulement un petit mois après sa draft que Zion Williamson fit lever quelques sourcils. Après s'être blessé lors de la Summer League, son ancien coach Mike Krzyzewski s'exprima en disant « Je ne pense pas qu'il soit dans un état mental et physique pour jouer pour le moment. Si le talent unique de Zion ne faisait aucun doute, les inquiétudes sur son physique très atypique étaient déjà légion. » Cela ne tarda pas à se confirmer lorsque les Pelicans annoncèrent que leur rookie allait manquer les 6 premières semaines de compétition pour soigner une blessure au genou. Mais voilà que ces 6 semaines se transformèrent plutôt en presque 16. C'est finalement le 22 janvier que Zion foula les parquets NBA avec 17 points d'affilée, dont un beau 4 sur 4 à 3 points. Lors de sa draft, Williamson était vu dans la lignée de Magic Johnson ou Michael Jordan. Pourtant, si le premier remporta un titre dès sa saison rookie et le second compila 28 points de moyenne, Zion ne fut pas verni lors de sa première année en NBA. Entre crise du Covid et blessures récurrentes, jamais l'ailier fort ne put réellement prendre son envol aux Pelicans, une franchise avec laquelle il commençait déjà à se montrer distancé. NBC Sports nous raconte. Une frustration s'est développée tout au long de la saison rookie de Zion envers les Pelicans. Ils n'ont pas voulu le faire jouer pendant des mois, puis lui ont imposé une limite d'1 minute sur les parquets, quelque chose que Zion déteste. Il est même dit que le joueur et David Griffin ne se parlent que très peu. Contrairement à des joueurs purement shooters, Zion Williamson est avant tout un monstre de la raquette. Sa force étant son physique hors norme, il est impossible pour lui de jouer en étant bridé. Les Pelicans sachant la fragilité de leur ailier fort, ils voulaient prendre leur temps, quitte à ne que peu le faire jouer. C'est le début d'une relation orageuse avec sa franchise. I'm gonna say it's very tough, to be honest, because as soon as I start to break that sweat,
I look over and that horn's for me, and I have to come out the game. And a good move. It'll be Zion on the hammer. With 15, Pelicans trying to get a transition basket here. Zion on the cut. La deuxième saison de Zion en NBA sembla enfin être la bonne. Avec 27 points de moyenne par match, il fut élu All-Star à seulement 20 ans, un fait rare. Oui mais voilà, la greffe ne prit jamais réellement, ni avec ses coéquipiers, ni surtout avec son coach, le old school Stan Van Gundy. Une nouvelle mauvaise saison des Pelicans plus tard, Zion s'exprima en ces mots. Faire la même chose chaque année, en espérant des résultats différents, n'a aucun sens pour moi. Le 27 septembre 2021, le pire arriva. Les Pelicans annoncèrent que Zion allait encore manquer le début de saison. Cette année, sa troisième en NBA semble être celle de tous les dangers. L'ailier fort apparaît plus épais que jamais. Lui qui était arrivé en NBA lourd de 129 kg en pèse désormais au moins 15 de plus. Chuck, you had a visceral reaction to this. It looked like me and Shaq had a baby. I do think there's another gear that I can reach regarding like weight and conditioning. But I think it's like you said, it's finding it. Because, you know, I don't want to get to a spot where I'm like, all right, I lost a lot of weight, but now I don't feel as strong. Like I can't do certain things that I would do before. À l'heure où nous publions cette vidéo, Zion n'a encore pas joué un seul match de la saison 2022. Alors qu'il participe à sa troisième année en NBA, le constat est effrayant. L'ailier fort a manqué bien plus de matchs qu'il n'en a joué. La venue du talentueux CJ McCollum aux Pelicans n'a pas semblé réveiller Williamson. Ce dernier a pris près de 2 semaines avant de s'entretenir avec son nouveau coéquipier. Invité à s'exprimer sur la question, l'ancien Pelican JJ Redick n'y est pas allé de main morte. Guy that's supposed to be paired with you, reach out and say hello. This is a pattern of behavior with Zion that we are seeing again and again. And look, I was his teammate. I can describe him as a detached teammate. Bien évidemment, les Pelicans portent également une responsabilité dans cette bérésina. Avec 3 coachs en 3 ans et une valse d'effectifs permanente, jamais un semblant de continuité ne s'est installé à la Nouvelle-Orléans autour de Zion. Finalement, il semble tout simplement que les observateurs avaient vu juste en 2019. L'ailier fort n'a pas vraiment envie de se trouver là. En manque de forme totale, muet comme une tombe, aussi bien avec les médias que ses coéquipiers, on commence à se demander si Zion Williamson n'est pas tout simplement désintéressé du basketball. Pendant que Ja Morant transpire la gagne et l'amour de la balle orange, Zion ne semble pas partant pour écrire un conte de fées avec les modestes Pelicans. Quel dommage de ne pas pouvoir admirer chaque semaine le talent de Zion Williamson. Finalement, les plus grands perdants de ce fiasco, c'est nous, les fans de basketball.